Le livre qu'elles ont traduit, qui s'appelle Les Mille et Une Nuits de Krouchnik, récit tragicomique de Sholem Aleichem, parce qu'elles ont traduit ce livre de Sholem Aleichem à 4 mains, et donc qui est paru aux éditions d'Antilope l'année dernière, en octobre 2018, il me semble. Et donc nous aborderons effectivement Sholem Aleichem, puisque c'est un représentant de la littérature yiddish qui est très populaire, très connu, en tout cas de tous les yiddishophones et des peuples de l'Europe centrale et orientale. Donc voilà, on aura d'ailleurs ce livre est en vente, si vous voulez après acheter le livre de Nadia, enfin traduit par Nadia et Evelyne, il est à votre disposition à la fin. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Peut-être que s'il y a des questions, peut-être que même le public peut intervenir, ça ne vous dérange pas voilà, pendant votre parcours. On va faire déjà un petit parcours et puis après on avance. Merci en tout cas. Tout d'abord, merci à la médiathèque de Néo-Rose et à Hélène Mikowski de nous faire participer à cette balade. Et donc, Hélène Mikowski vous a déjà expliqué que c'était une langue qui est liée au voyage. Et un poète et traducteur du yiddish, Charles Dobzhinsky, a écrit à propos de cette langue, en général transmise dans le cadre familial, du plus profond de la mémoire. Je ne savais même pas d'où ils venaient, ces mots, que l'on transportait comme des valises striées d'étiquettes, des mots toujours en voyage, sans visa. Donc, on va commencer cette balade. Le yiddish, la première façon de le désigner, c'est en effet une langue juive européenne. Car il y a bien d'autres langues juives, à commencer par l'hébreu, l'araméen, le judéo-espagnol, le judéo-italien, le judéo-provençal, etc. Mais c'est celle qui a connu la plus grande expansion géographique et elle a aussi connu un très haut degré de développement puisque elle n'est pas seulement une langue du quotidien, mais elle est devenue une langue porteuse de littérature, de discours politiques, scientifiques, et dans laquelle on a traduit de nombreuses œuvres de la littérature mondiale. Comme certains contestaient le mot de langue appliqué au yiddish, Max Benrer, qui est un spécialiste de la langue yiddish, disait qu'une langue n'est qu'un dialecte doté d'une armée et d'une flotte. Alors le yiddish n'a ni armée ni flotte, mais donc certains y verraient une qualité d'ailleurs, mais c'est tout de même une langue et non pas un dialecte. Alors pourquoi langue juive? Comment se forme-t-elle? Une langue juive, c'est en quelque sorte un voyage entre deux mondes. La vie juive, pour ceux qui ne savent pas, est entièrement, la vie juive traditionnelle est entièrement régie par les lois religieuses. Donc, quand les juifs arrivent dans un pays et veulent parler sa langue, je parle d'époque ancienne, il leur a fallu l'adapter. Il fait rentrer des termes rituels, par exemple, exprimer une certaine vision des choses pour parler de la vie juive. Par exemple, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, déjà conséquence de la déportation à Babylone, l'hébreu biblique a cessé d'être la langue vernaculaire et déjà a été supplantée par un araméen mélangé à l'hébreu. Plus tard, après la prise de Jérusalem par Titus, les Juifs se sont dispersés. C'est ce qu'on a appelé la diaspora, ou l'exil selon les termes proprement juifs.
Donc une partie va arriver en Afrique du Nord, en Espagne, en Italie, remonte vers la Gaule, l'Angleterre, et à chaque fois, un processus identique se déclenche pour la formation de la langue. En ce qui concerne le nom Yiddish, Yiddish signifie juif. Le mot lui-même, pour désigner cette langue, apparaît au XIIe siècle. Comme pour les autres langues juives, le Yiddish s'écrit en caractères hébraïques. Alors souvent on entend la question, mais pourquoi les juifs ashkénazes, c'est-à-dire plutôt d'Europe orientale, n'ont-ils pas adopté l'alphabet latin? Bien, quand ils sont donc arrivés en gros dans la région rhénane, ils se sont établis pendant une longue période et ils ont appris la langue en usage, disons le vieil allemand pour simplifier. Mais pour la lecture et l'écriture, ils avaient les lettres hébraïques. Et il faut penser que les gens du pays avaient un usage beaucoup plus limité socialement de l'écrit, alors que la quasi-totalité des enfants juifs étaient alphabétisés. Plus tard, et ailleurs, la situation sera la même, car les juifs, sous l'effet de persécutions, notamment l'accusation d'empoisonner les puits, de meurtres rituels, vont se déplacer beaucoup plus à l'est, vers la Pologne, la Lituanie et la Russie. Mais le yiddish est une langue juive européenne, à la différence de l'araméen ou du judéo-arabe par exemple, car comme le judéo-espagnol, c'est une langue de morphologie européenne. Alors, comme les autres langues diasporiques, cette langue est formée de plusieurs éléments, plusieurs composantes qui reflètent cette genèse compliquée. Il y a donc dans les bagages des émigrants une vieille composante hébraéo-araméenne, ce qu'on appelle en yiddish Loshen Kodesh, la langue sacrée, qui est une langue qu'on peut dire morte, sauf qu'elle ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on continue à s'en servir pour écrire, y compris des choses tout à fait profanes, comme les correspondances privées ou commerciales. Ensuite, il y a la langue co-territoriale qu'on a adoptée pour pouvoir converser avec les gens du pays. Et ensuite, il y a les restes des langues qu'on avait déjà adoptées dans les émigrations précédentes. Par exemple, en ce qui concerne le yiddish, on va retrouver des traces de judéo-italien dans un mot comme benchen, qui veut dire bénir, et dans lequel on peut entendre benedicere, bénir aussi en italien. Ou bien dans des prénoms comme Angel, Angel c'est Angelo, ou bien Bounim, qui malgré son pluriel hébraïque, Bounim, ça vient de bonhomme. Et alors tous ces éléments ne se contentent pas de coexister, ils vont fusionner pour créer une langue originale. Et c'est cette fusion qui en fait, comme disait Rachel Hertel, la métaphore de l'existence juive. Ça va se faire à l'aide de trois processus différents. Premièrement, une différenciation ou une sélection sur chacune des composantes linguistiques qu'on a énumérées. On va prendre certains éléments et en rejeter d'autres. Ensuite, il y aura des changements qui seront appliqués sur ce stock. Et pour finir, une fusion qui va achever de former une langue originale. Alors, en ce qui concerne le processus de sélection, dans chacun des stocks linguistiques s'opère un choix. Par exemple, disparaît du stock germanique tout ce qui relève d'un mode de vie dont les juifs sont exclus, c'est-à-dire la nature, le travail agricole, la chasse. Plus tard, dans l'ère géographique slave, les juifs auront besoin de ce type de vocabulaire, par contre, qu'ils vont emprunter aux langues slaves. On dit que les Inuits
dispose de 40 mots pour désigner la neige dans ses différents états. Le yiddish, lui, est très très riche de termes pour désigner les pauvres. Il y a aussi la pratique religieuse qui a décidé de certains choix. La religion juive, par exemple, n'a pas grand-chose à faire avec le soleil, qui peut parfaitement être désigné sous son mot allemand, Sonne. En revanche, le calendrier juif est lunaire. Chaque mois commence par une bénédiction à la lune. Donc la lune est désignée par le mot hébreu, Levon. Par ailleurs, l'étude de la loi est une activité intellectuelle par excellence, et la discussion des textes sacrés qui sont écrits en hébreu et en araméen se fait en yiddish, qui finit par leur emprunter des tournures particulières. Par exemple, un grand nombre d'adverbes et de conjonctions qui servent à articuler un discours. Alors sur les stocks de vocabulaire ainsi créés, bon, maintenant s'exercer différents types de changements, des changements dans l'accentuation. C'est bien qu'un immigrant amène sa propre façon d'accentuer les mots, de les déformer. Donc ça va introduire un premier type de changement. Deuxième type, dans la grammaire, on adopte les déclinaisons, par exemple germaniques, mais elles sont simplifiées. Et même l'ordre des mots est carrément différent de celui qu'il est en allemand. Et enfin, il y a des changements de type sur la signification d'un mot. C'est-à-dire qu'un mot formé de composantes, par exemple germaniques, peut avoir des sens tout à fait différents du sens original. Je prends un exemple. En allemand, Jahr, c'est l'année, Zeit, c'est le temps, Jahrzeit, temps de l'année, c'est-à-dire la saison. En yiddish, nous avons aussi Jahr, l'année, nous avons aussi Zeit, le temps, mais Jahrzeit n'a rien à voir avec la saison. Jahrzeit, c'est le jour anniversaire de la mort d'un proche pour lequel on observe certains rituels de prière, d'allumage de bougies, etc. Alors, il y a donc aussi un processus de fusion. On peut trouver par exemple des mots composés d'une racine d'une certaine langue et des préfixes et des désinences venant d'une autre. C'est la fusion qui fait l'unité de la langue. On entend souvent les étudiants dire ça c'est de l'hébreu, ça c'est de l'allemand, ça c'est du russe. Alors que ce genre de réflexion ne vient pas forcément quand on parle du français. Par exemple, quand on prononce le mot tohu-bohu ou GN qui viennent de l'hébreu justement, on ne les distingue pas, ou bien le mot métropole qui vient du grec, sans parler de week-end. Donc oui, il ne faut pas non plus croire que chaque composante est liée à un seul registre. Par exemple, les mots d'origine hébraïque ne sont pas forcément des mots d'un registre élevé. Ils peuvent très bien désigner des choses tout à fait humoristiques, être utilisés en argot, ou être utilisés pour désigner des choses tout à fait triviales ou grivoises même. Alors tous ces processus que nous avons évoqués se sont déroulés sur de longues périodes historiques et dans un vaste espace géographique, et nous n'allons pas détailler tout ici. Disons qu'en gros ça commence vers le 9e siècle, là, autour de la région rhénane, et puis ensuite ça s'est développé simultanément dans toutes les directions, vers l'ouest, vers l'Alsace, les Pays-Bas, mais aussi vers le sud, ce qui est moins connu,
car on a parlé yiddish à Venise et dans d'autres endroits de l'Italie du Nord. Et puis, parallèlement, vers le nord, vers la Baltique, vers l'est, la Bohème, puis la Pologne, la Roumanie, la Russie. Au XIXe et XXe siècle, les grandes migrations ont emmené durablement le yiddish vers les terres nouvelles des deux Amériques, du Nord et du Sud, mais aussi, ce qui est moins connu, en Australie et en Afrique du Sud. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que du point de vue de l'écrit, il faut remonter jusqu'à 1272 pour trouver une première trace manuscrite du yiddish. Et c'est dans un livre de prière qu'on va trouver dans une marge, quelqu'un a écrit une formule de bénédiction en yiddish. Alors, pour la littérature yiddish ancienne, qui s'étend du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle, nous sont parvenus quelques textes dans un manuscrit, par exemple datant de 1382, conservé à Cambridge. Ce manuscrit a préservé une série d'œuvres, des poèmes, un roman de chevalerie et une fable consacrée à un vieux lion. Et on peut y voir deux orientations principales de la littérature yiddish de l'époque. D'un côté, il y a des compositions d'œuvres originales qui sont ancrées dans la tradition religieuse et le folklore. Par exemple, un traité, le Tsenerene, qui est composé de passages bibliques, de paraboles, de légendes en yiddish, qui est dit Bible pour les femmes, parce qu'elles ne sont pas tenues à l'étude des textes sacrés comme les hommes, qui eux, plutôt donc en hébreu et en araméen, les textes sacrés. Il y a aussi un recueil d'histoires très important, le Maïsebourg, c'est-à-dire livre d'histoire, et qui est c'est un recueil d'histoires édifiantes. D'un autre côté, on trouve aussi des œuvres de divertissement adaptées du monde non juif. Par exemple, les romans de chevalerie, dont on expurge parfois simplement les références qui sont trop chrétiennes. Mais il y a quand même certaines œuvres qui se démarquent des modèles par la qualité de leur écriture et leur originalité propre. Ainsi, en Italie, la littérature yiddish ancienne a connu une sorte d'âge d'or tout au long du XVIe siècle. Et on peut citer notamment un auteur, Émile Borer-Levita, qui a écrit 2 romans de chevalerie. Alors, Émile Levita est un humaniste qui est né en 1769 et mort en 1549, qui est parti d'Allemagne et qui est allé s'établir à Venise. Et ces romans de chevalerie, eux, montrent une grande originalité et beaucoup d'humour. Enfin, il y a toute une série de poèmes qui ont été composés pour réjouir directement le public lors de cérémonies joyeuses comme le mariage ou bien les carnavals. Ces poèmes s'appuient beaucoup sur la satire et la parodie, et c'est notamment à partir de la tradition de la fête carnavalesque de Purim que s'est développée toute la tradition théâtrale. Pour compléter ce tableau de la littérature ancienne, il faut mentionner les mémoires de Glick et Gravel, qui ont été écrites en Allemagne, la date n'est pas bien précise, qu'on trouve en français, et qui ont un charme extraordinaire. C'est une femme, une bourgeoise,
qui a écrit donc, ses mémoires. Et c'est tout le charme qu'on trouve aussi au cahier d'Anna Magdalena Bach, sauf que les cahiers d'Anna Magdalena Bach sont faux, alors que les mémoires de Glickel Hamel sont authentiques. Et avec cette Glickel Hamel, Glickel de la ville de Hamel, on arrive donc au XVIIIe siècle, qui est pour tous synonyme de siècle des Lumières, ce qui se dit Enlightenment, Aufklärung en je sais pas, en allemand, et en anglais ça se dit Haskell. Haskell en hébreu moderne, c'est tiré d'un mot qui désigne la raison, la cervelle. Il s'agit donc pour la Haskalah, pour la Haskell, d'arracher les Juifs à l'obscurantisme, aux coutumes nuisibles à leur intégration à la société, c'est-à-dire leur éducation purement religieuse, leur mépris pour le travail manuel et les sciences profanes, les mariages arrangés et très précoces, et le poids des structures communautaires. Mais dans le monde juif, le XVIIIe siècle marque en même temps la naissance d'un autre mouvement, un mouvement religieux, le chassidisme, avec des valeurs tout à fait différentes, qui met lui l'accent sur la ferveur religieuse plutôt que sur la rationalité sèche de l'étude orthodoxe, et donc qui va privilégier la tradition populaire, les récits édifiants, le chant, la danse et l'usage de la langue yiddish. Et donc c'est dans le sillage contradictoire de ces deux tendances que va se développer la littérature yiddish moderne. Je dis contradictoire parce que la Haskalah, contrairement au chassidisme, ne favorise pas du tout le yiddish, elle est même fortement opposée. Son créateur, son chef de file en Allemagne, Moses Mendelssohn, considère que le yiddish c'est vraiment une langue, un jargon abominable, impur, alors que l'allemand est une langue pure et l'hébreu est une langue pure, et qu'il faut en aucun cas mélanger les deux. Et alors il est significatif que dans les comédies qui sont écrites par les disciples de Mendelssohn, les personnages négatifs, c'est-à-dire les vieux barbons qui veulent empêcher le mariage des jeunes et beaux amoureux, eux parlent yiddish, alors que les jeunes et beaux amoureux, les héros, eh ben, eux, ils parlent allemand. Alors, les adeptes des Lumières, c'est appelé masculine, yiddish. Donc les adeptes des Lumières juives, qui veulent diffuser leurs idées en Europe orientale au cours du XIXe siècle, vont être obligés d'utiliser le yiddish pour se faire comprendre du peuple. Et paradoxalement, donc, c'est eux qui maîtrisent cette langue, sont en fait à l'origine de son développement en tant que langue littéraire, journalistique et politique. Alors, le premier grand classique de la littérature yiddish moderne, c'est Mendele Moiratsforim, né en 1836 et mort en 1917. Lui va suivre un peu le même parcours, le parcours classique de ces adeptes de la Haskalah. Donc il adopte de nouvelles idées et il commence à écrire en yiddish pour toucher un public plus vaste. Mais lui, il ne va pas simplement écrire des histoires pour démontrer ses idées, il a une vraie exigence artistique et il va travailler la langue yiddish pour en faire une langue littéraire adaptée à sa sensibilité et à sa vision du monde. Donc ses premières œuvres sont plutôt une charge contre la communauté juive quand même, mais petit à petit il évolue en prenant conscience que le peuple n'est pas seul responsable de sa situation calamiteuse. L'antisémitisme, ouvert ou larvé, empêche aussi son intégration. Par exemple, il ne faut pas oublier que dans l'Empire tsariste,
les Juifs sont cantonnés à la zone de résidence. C'est une zone instituée par le pouvoir où il est interdit de s'établir dans les grandes villes, sauf exception, par exemple de riches industriels, des banquiers, des médecins. Et donc ils sont cantonnés dans cette zone et ils tournent en rond dans la misère. Il faut citer en particulier 3 grandes œuvres de Mendel et Moïras Forim. Tout d'abord, le très savoureux Voyage de Benjamin III. Et son héros est souvent comparé à Don Quichotte. C'est une sorte de Don Quichotte, c'est un petit juif misérable, craintif, mais qui rêve de vivre la grande aventure. Et il entraîne un copain à découvrir le vaste monde, mais en réalité, ils vont tourner en rond tout près de leur bourgade. Il y a aussi 2 autres formidables romans que Mendel et Moïras Forim va retravailler sur une longue période, au fur et à mesure que sa vision de la situation des Juifs va évoluer, en particulier après une vague de pogrom en 1881. Le premier roman, c'est La Haridelle, qui est un roman à la fois réaliste et fantastique. Et donc la Haridelle, cette vieille jument, est en fait une métaphore du destin juif. L'autre roman, L'Agneau magique, est un grand roman d'apprentissage. Alors, pour vous donner une idée du style de ce grand classique, je vais vous lire un petit fragment. Donc c'est un passage où Herschel, le jeune héros du livre, est inquiet pour sa bien-aimée qui a disparu et il n'arrive pas à dormir. Pourquoi cette nuit est-elle différente? Pourquoi Herschel ne dort-il pas comme toutes les autres nuits? Il a peut-être faim, son ventre vide crie famine et ne le laisse pas tranquille? Non. Primo, l'estomac juif n'est pas si habitué à faire bombance qu'il lui faille se plaindre au moindre manque. Secondo, pour les juifs, l'estomac n'est pas un personnage de telle importance qu'il faille s'en faire de ses doléances. Tant de lois, anciennes et nouvelles, sont là pour l'éduquer, ce pécheur invétéré, lui apprendre le respect en matière de nourriture. Ceci, tu ne dois pas en avoir envie, c'est défendu, interdit. Cela, tu as le droit, mais juste une lichée, histoire de manger carné. La bouchée est trop coûteuse pour toi. Ceci, à tel et tel moment, ne doit pas du tout se trouver entre tes murs, tu ne dois même pas le regarder. Cela, au contraire, est une obligation. Tu dois en avaler au moins la taille d'une olive, même si c'est ta mère à vomir. Tant et tant de joie que nous, enfants d'Israël, nous seuls, avons en partage, grâce à quoi nous sommes bel et bien à l'agonie jusqu'à ce jour, en ce monde. Et donc on voit toute l'ironie de cet auteur et aussi sa tendresse quand même pour les gens de son peuple. Donc c'est un auteur qui va influencer deux autres écrivains qui vont devenir des classiques aussi, Sholem Aleichem, dont on va vous parler plus tard, et Yitzhak Leibush Peretz. Tous deux sont nés une génération après lui, simplement, l'un en 1859 et l'autre en 1852, mais ils vont reconnaître en lui un fondateur, alors qu'en fait ils sont ses contemporains. Donc on va laisser pour le moment Sholem Aleichem, on y reviendra après. Parlons donc du troisième grand classique, Peretz, lui aussi un homme moderne, voire socialisant, mais qui a été influencé par l'autre courant
que nous avons évoqué tout à l'heure, le chassidisme, qui est né au XVIIIe siècle en Galicie, et qui met un mouvement religieux qui met l'accent sur la ferveur et sur la tradition populaire. Ce mouvement a une grande influence sur la littérature yiddish, d'abord à travers un personnage qui s'appelle le rabbi Nachman de Braslev, qui a laissé des contes très jolis, très poétiques, très philosophiques, mais qui ne se repose pas sur des démonstrations édifiantes. Et Pérez reprendra la figure même de ce rabbi et l'exemple des contes qu'il fait dans un beau cycle de nouvelles. Si on peut dire que Mendeley un petit peu peut être comparé, on a évoqué Don Quichotte, mais on pourrait aussi évoquer Voltaire et son Candide qui voyage et observe le monde. Peretz pourrait être rapproché de Hugo, d'abord parce que c'est le seul qui a touché à tous les genres de la littérature, comme l'a fait Hugo, c'est-à-dire non seulement la prose, mais aussi la poésie et le drame en vers. Donc, parmi ses œuvres, on peut citer les pièces La nuit sur le vieux marché. Il a écrit beaucoup de nouvelles aussi. Il a écrit aussi des textes presque ethnographiques, puisqu'il travaillait, il faisait des enquêtes pour la communauté juive dans les petits villages reculés. Alors, le domicile de Peretz à Varsovie va devenir un passage obligé pour tous les artistes et un salon littéraire dont sont issus une pléiade de jeunes écrivains. Donc on est au tournant du siècle et la société juive traditionnelle, qui était déjà ébranlée à la fin du 19e, se disloque de plus en plus en Europe orientale, notamment avec les vagues d'immigration pour fuir les pogroms ou la misère, ou les deux. Et puis il y a la guerre de 14-18 et également la révolution russe qui produit elle aussi d'énormes bouleversements. Alors désormais il y a trois grands centres de culture yiddish, en gros la Pologne, l'URSS et les Amériques. Mais aussi on trouve une grande activité culturelle en Lituanie ou en Roumanie, et aussi brièvement à Berlin et à Vienne. La période de l'entre-deux-guerres est une période d'extraordinaire bouillonnement artistique et littéraire. Alors les thématiques sont très diverses. Il peut y avoir par exemple les déchirements et les conflits dus au bouleversement de la société juive, la grande ville avec son activité frénétique, mais aussi avec la solitude qu'elle peut engendrer, la décomposition des milieux sociaux bourgeois notamment, l'expérience de l'immigration, notamment en Amérique, mais aussi ailleurs, est une grande source d'inspiration. Et donc de tout ce bouillonnement surgissent des mouvements artistiques d'avant-garde qui renouvellent tous les modes d'expression. Alors en Europe, on peut citer notamment des poètes comme Louis Grinberg en Pologne, Peretz Meyerowicz en Ukraine. Tous ces poètes, parce que ça ce sont juste trois noms, mais il y en a beaucoup, chantent l'apocalypse et le chaos dans une intense recherche formelle. Il y a aussi un centre à Lodz, et notamment le poète Moshe Broderson
forme le groupe Young Yiddish, Jeune Yiddish, et il est à l'origine aussi de plusieurs autres cercles d'artistes. À Varsovie, dans les années 1920-1922, on voit la création de deux grandes revues d'avant-garde, Haliastre, qui veut dire la bande d'artistes, dont le numéro 1 sort à Varsovie et l'autre à Paris en 1924. Et autre grande revue, l'Albatros, qui sort à Varsovie et à Berlin. Et toutes ces publications ont notamment en commun une grande recherche formelle aussi en typographie, et on y voit de nombreuses collaborations de peintres comme Chagall ou El Lissitzky. À New York est aussi un grand centre d'expression yiddish, et après toute une génération de poètes et d'écrivains qui vont s'exprimer sur les thèmes de l'exil, des sweatshops, de la misère, après toutes ces vagues d'immigration, on voit au début du XXe siècle l'émergence de groupes modernistes comme Die Junge, les jeunes, qui est actif de 1907 à 1926 et qui, lui, va privilégier les formes impressionnistes et la musicalité. À New York, en 1919, se constitue un groupe de poètes appelé Ilzir, qui veut dire en soi, donc ce sont des poètes de l'introspection, qui s'attachent, eux, à exprimer tous les aspects de la conscience, tournés aussi bien vers l'intime que vers le monde extérieur. Et on peut notamment citer un nom parmi, là aussi beaucoup d'autres, Yankev Gladstein, qui est poète et romancier. Donc pendant ce temps-là, en URSS, c'est aussi une période de grand foisonnement et de grand épanouissement, en particulier pour la recherche linguistique et ethnographique, mais pour le théâtre aussi et pour la littérature. Alors, les noms importants, c'est ceux des écrivains Jack Nelson, qui a d'abord décrit au début du siècle une société stagnante avec des personnages de femmes, par exemple, qui font penser à Ibsen, ces femmes qui sont prisonnières d'un milieu, qui voudraient s'échapper mais qui n'y arrivent pas. Il y a aussi Wojciech Kulbak, qui a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle Les Elminia, qui nous montre la rencontre d'une société, de la société juive traditionnelle, avec l'électrification et le pouvoir des soviets. C'est-à-dire, c'est une déflagration, et donc c'est à la fois très drôle et très tragique. Ces deux écrivains sont revenus en URSS après avoir participé à l'effervescence de la culture juive à Berlin au début des années 20, et tous deux pensaient que la patrie du socialisme permettrait aussi l'épanouissement de la culture yiddish en Russie, et tous deux ont été assassinés, l'un par l'État, l'un en 1938 et l'autre en 1952. En effet, dès la fin des années 20, la situation a changé en RSS et l'attitude vis-à-vis de la culture juive a bien changé. Et sauf pendant la période de la guerre où un comité contre le fascisme a été très bien vu par Staline parce que ça l'aidait à obtenir des aides de la part des alliés du monde libre. Sinon, la répression à la fois politique et antisémite a sévi et a repris dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'assassinat de l'acteur et metteur en scène Shlomo Roels,
et la fameuse Nuit des poètes assassinés, où 13 écrivains sur les 15 qui avaient été mis en prison, inculpés, ont été assassinés dans une nuit. Alors, parallèlement, tous ces grands mouvements d'avant-garde, qui sont surtout le fait des poètes, il se développe aussi une grande littérature romanesque de facture plus classique, mais qui dépeint très bien aussi tous les changements du monde juif. On peut citer Cholemache, avec la trilogie des 3 villes, Varsovie, Pétersbourg, Moscou. Il y a aussi Israël Joshua Singer, le frère d'Isaac Bashevis Singer, le prix Nobel, qui commence par des nouvelles d'un style plutôt moderniste, mais qui revient à un style plus classique que dans ses romans. Il y a deux grands romans de cet auteur qu'on peut citer notamment, c'est Les Frères Ashkenazi, qui est une grande saga familiale qui se passe à Lodz, avec comme toile de fond le développement de l'industrie textile à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et les premiers mouvements révolutionnaires. L'autre roman, c'est la famille Karnowski, qui retrace toute la montée du nazisme en Allemagne. On trouve aussi de nombreux nouvellistes qui ont souvent débuté dans le sillage de Peretz avant-guerre. Par exemple, Avrom Reisen, Yonne Rosenfeld, Lamed Shapiro, pour ne citer que ces 3-là, parmi là encore beaucoup d'autres. Et certains des prosateurs explorent des univers tout à fait proches de l'expressionnisme, comme Israël Rabon dans La Rue, ou proches du fantastique, comme l'auteur Dernister dans ses Sortilèges. Toute cette créativité ne va pas s'interrompre avec la guerre et le génocide. Partout dans les ghettos et parfois même dans les camps, on écrit et on témoigne. Par exemple, à Varsovie, l'historien Emmanuel Ringelblum écrit une chronique du ghetto et il va réunir un groupe clandestin qui va collecter tout document relatif à l'anéantissement. Et parmi ces écrits, on trouve nombre d'écrits littéraires. Parmi beaucoup d'autres, là encore, on peut citer aussi le poète Yitzhak Katzenelson, qui rédige en 1944 au camp de Vittel le chant du peuple juif assassiné, qui est une sorte de grande épopée du ghetto de Varsovie, et qui est à la fois une œuvre littéraire très forte et un témoignage. À Vilno, Vilnius actuellement, le poète Avrom Sutzkever est également très actif et va écrire aussi une chronique et beaucoup de poèmes dans le ghetto, mais Nadia va vous en parler après. Oui. Et ceux qui vont survivre vont poursuivre cette espèce de tentative désespérée de rendre compte d'une expérience inhumaine. Par exemple, Elie Wiesel a publié en yiddish son premier roman qui s'appelait Die Welt hat geschwiegen et le monde s'est tu. Et ce roman, qu'il a ensuite traduit lui-même et réécrit en français, paraîtra en 1958 sous le titre La Nuit. Mais il continuera le reste de son œuvre dans d'autres langues. C'est que pour les écrivains yiddish se posent maintenant, même s'ils ne le sont pas en Europe, même s'ils sont en Amérique, ils sont confrontés
à ce qui s'est passé, à la catastrophe, la Shoah, comme on dit, ou le Chorum dans Yiddish. Et ils sont confrontés à ça, soit personnellement dans leur famille, mais aussi parce que près de la moitié des locuteurs du Yiddish, qui étaient à peu près 11 millions avant la guerre, ont disparu. Donc pour un écrivain se pose la question de pour qui va-t-on écrire, d'autant plus que se pose parmi les survivants la question de la transmission. Un problème à la fois individuel dans les familles, un problème psychologique de parfois les survivants n'ont pas envie de parler de ce qu'ils ont vécu et n'ont plus envie de parler cette langue. Ils préfèrent s'assimiler. Mais ce problème psychologique familial est malheureusement parfois redoublé par des politiques étatiques anti-yiddish très virulentes, que ce soit en Russie, on l'a vu avec les persécutions contre les intellectuels, et en Israël à cause d'une idéologie qui, Dieu merci, a maintenant disparu, anti-yiddish, qui voulait oublier cette période de la diaspora. Parmi les livres à signaler de ce qu'on appelle la Chorum littérature, la littérature de témoignages sur la guerre, nous pouvons citer Leib Rochman, Un pas aveugle de par le monde, ou bien RF de Elie Chapman qui vient juste de paraître. Mais la majeure partie n'est pas formée de romans comme ça, mais plutôt la poésie, parce que peut-être la poésie, dans son désir de créer une langue, permet d'approcher justement de ce qui est indicible. Et donc le plus grand poète à mentionner à ce sujet, c'est Avraham Sutzkever, qui est né en 1913 et mort en 1910. En 2010, pardon. Après une enfance plutôt heureuse dans la nature extraordinaire de la Sibérie, il a vécu à Vilnius, un peu à Varsovie, puis il a connu la guerre dans le ghetto de Varsovie. Il a réussi à s'en extraire, rejoindre les partisans qui étaient dans les forêts autour de Vilnius, et là, sa renommée ayant atteint déjà l'Union soviétique, il a été sauvé par des avions soviétiques qui sont venus pour récupérer quelques partisans qui étaient dans les bois, dont Avraham Sutzkever. Donc il a pu survivre. Et après la guerre, il est allé assez rapidement s'installer à Tel Aviv. Et là, dès 1949, et malgré cette politique anti-yiddish du tout jeune État d'Israël, il a fondé un groupe de jeunes poètes qui s'appelle Jeuv Yiddish et une revue littéraire la plus importante de l'après-guerre qui s'appelle Die Goldene Decade, qui évoque donc la transmission, la chaîne d'or de la transmission, qui a été publiée jusqu'en 1995. Alors, l'autre grand nom après la guerre, c'est évidemment celui de Isaac Bashevis Singer, né en 1902 et mort en 1991. Alors, il a commencé son œuvre à Varsovie avant la guerre, et puis il a poursuivi à New York. Il écrit son premier roman paraît en 1932. C'est La corne du bélier, et c'est un tableau du judaïsme polonais au XVIIe siècle. Mais il va écrire de nombreux romans et nouvelles, et ces personnages se situent à d'autres époques, aussi bien dans d'autres lieux. Et
donc dans la société contemporaine. Alors, il obtient le prix Nobel en 1978. Alors, pourquoi un auteur yiddish obtient un prix Nobel, alors que cette littérature est très peu connue? D'abord parce que c'est un conteur incomparable. C'est un conteur qui se sert beaucoup de motifs religieux ou folkloriques de la tradition juive, notamment toute la démonologie. Mais c'est pour évoquer les mouvements inconscients ou conscients de l'âme, les tensions, les mystères, les paradoxes de l'être humain, dans ce qu'il a de plus universel en fait. Et donc, par exemple, on peut citer parmi tous ces romans, je citerai le roman Yentl qui a inspiré une comédie musicale c'est un roman qui illustre ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il aborde un thème très actuel qui est celui du genre. Donc on a l'histoire d'une jeune fille qui, à la mort de son père, part parce qu'elle veut étudier, elle ne veut pas se marier, elle part et elle se travestit en homme. Et elle va dans une école, une Chivas, qui est une école talmudique supérieure, en quelque sorte. Là, elle va se lier avec un compagnon d'études. Dans le film, une amitié profonde les lie. Et quand le jeune homme s'aperçoit finalement que c'est une femme, il peut tomber amoureux. Dans le livre, c'est très différent. C'est-à-dire qu'ils sont attirés l'un par l'autre et ça se termine assez mal. Voilà. Et elle se marie. Elle a fait une femme. Oui, c'est-à-dire que voilà, ça va dans les deux sens. Voilà pour ce petit tour vraiment relativement superficiel de la littérature yiddish, mais si vous voulez en découvrir plus, vous ne savez pas par quoi commencer. Il y a notamment des anthologies qui sont parues. Par exemple, pour la poésie Le miroir d'un peuple, des textes collectés par Charles Dojinski, qui est reparu en poche, ou bien les 2 volumes des Royaumes juifs, Trésor de la littérature yiddish, une édition établie par Rachel Hertel aux éditions Robert Laffont, collection de bouquins. Alors, si vous êtes un peu noyé dans tous ces noms, mais vous voyez quand même que vous avez accès en français à une bonne partie de la littérature yiddish d'hier. Mais alors la question se pose quand même et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, le yiddish continue à se parler, en particulier dans le monde chassidique, que ce soit à New York, à Anvers, à Jérusalem. Et donc il s'écrit aussi. Et c'est une langue dans laquelle on continue de traduire de la littérature mondiale. Pour ne parler que du français, je peux vous signaler qu'on a traduit très récemment et monté sur scène Beckett, En attendant Godot, qui sonne très très bien en yiddish. On a traduit Le Petit Prince aussi de Saint-Exupéry. Et puis il y a un traducteur de l'anglais qui s'est mis à traduire Le Seigneur des Anneaux. On trouve toutes sortes de choses parce que le yiddish a un statut vraiment étrange d'une langue autant aimée que combattue ou haïe par moments. Aimée, ça se voit par exemple dans le fait qu'on peut trouver à la bibliothèque Medem, dont on vous parlera tout à l'heure peut-être, une anthologie
composé uniquement de poèmes à la gloire du yiddish, c'est-à-dire comme si le yiddish était un substitut de territoire. On trouve en français des poèmes à la gloire de la France, mais de la langue française, on ne va pas retrouver de quoi faire 250 pages. Hein. Ça montre oui, que c'est une langue aimée, et parfois presque sanctifiée après la guerre, ce qui est aussi un peu un danger, parce que ce qu'on sanctifie, on n'ose pas trop y toucher, il vaut mieux y toucher, mettre la main dedans, l'apprendre, c'est une langue comme une autre, ça s'apprend, ça se parle. Et maintenant, on va, puisqu'on parle de parler, arriver à notre auteur favori. Voilà, c'est-à-dire Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, qu'on peut traduire par, c'est un pseudonyme, hein, l'auteur s'appelle en réalité Sholem Rabinovitch, et Sholem Aleichem, c'est une salutation, c'est en quelque sorte bonjour à vous. Sholem Aleichem est né en 1859 du côté de Kiev, en Ukraine, donc à l'époque dans l'Empire tsariste. Et il est mort en 1916 à New York, à l'âge de 57 ans, donc relativement jeune, et après avoir produit vraiment une œuvre très très abondante. On va parler de choses plus gaies que sa mort, comme dirait l'auteur. Je vais évoquer sa tombe. Où il a demandé qu'on inscrive le rire est bon pour la santé. Eh bien oui, on voit. Et donc ça, c'est l'image même de l'humour de Sholem Aleichem, une sorte d'alchimiste qui transforme les ténèbres en rire. Et ça a commencé très tôt chez lui, peut-être une revanche sur l'université. Il a eu une enfance heureuse, mais qui a pris fin à la mort de sa mère alors qu'il avait 13 ans et au remariage de son père. Et c'est une belle-mère assez acariâtre qui lui a fourni le matériau de sa première œuvre. Il a mis en ordre alphabétique toutes les injures, malédictions et autres insultes dont elle accabrait tout son entourage. Il a eu une éducation traditionnelle, il est allé aussi dans un lycée russe et il est devenu précepteur d'une jeune fille de très bonne famille. La jeune fille s'appelait Olga. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé, il est tombé amoureux d'Olga et le papa l'a découvert et le papa a chassé le précepteur. Donc il a exercé à un moment le métier de rabbin d'État, tout en commençant à écrire. Et comme tous les intellectuels de son époque, juifs, il a commencé par écrire en hébreu et il est vite passé au yiddish, et avec l'ambition d'en faire réellement une langue littéraire tout en touchant un lectorat populaire. Alors, je vous rassure, il va finir par épouser sa bien-aimée Olga. Et il va hériter assez vite de la fortune de son beau-père. Il va choisir donc les deux meilleures façons de perdre son argent, c'est-à-dire la bourse et l'édition de livres yiddish. Et donc il va faire faillite, et cette faillite va lui inspirer l'un de ses personnages emblématiques, Menachem Mendel le rêveur. Et désormais il va falloir qu'il vive de sa plume et de tourner de soirées de lecture. Donc c'est un auteur prolifique, il va laisser plus de 20 volumes, des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, et c'est particulièrement dans les nouvelles et les monologues qu'il va montrer tout son art. Cette vie épuisante va se solder par la maladie, et donc en 1908 on lui détecte la tuberculose. Encore un exemple de son humour, cette réflexion qui est rapportée par son gendre et biographe. Dickens lui aussi a vécu à l'étranger. Il a résidé en Suisse, tout comme moi, à cette différence près que moi, pour jouir du
plaisir de séjourner en Suisse, j'ai dû auparavant me mettre à cracher du sang. C'est ce même humour que Sholem Aleichem applique à tous ses héros, que ce soit les petites gens de la ville de Kasrievke, une bourgade qu'il a inventée, mais aussi le fameux Thévier le laitier, avec le destin tragique de ses filles, le Thévier le laitier qui va devenir une pièce de théâtre, une comédie musicale et un film sous le titre de Le violon sur le toit. C'est un autre personnage, Mott, qui est un petit garçon de 9-10 ans et qui, à travers les yeux d'un enfant, nous montre les difficultés d'un émigrant de l'Europe vers l'Amérique. Et pour nous faire rire, Sholem Aleichem est capable d'utiliser absolument tous les moyens du registre comique. Le comique de situation, parce que c'est effectivement un monde en déséquilibre, fissuré par le monde moderne, mais il va nous montrer aussi la comique, surtout un comique de langage, qui joue sur tous les registres de la langue yiddish. Alors, par exemple, il va vous traduire une citation biblique par un proverbe tout à fait terre à terre et populaire. C'est une façon de dire à ses lecteurs, je vais vous faire rire malgré tous vos problèmes parce que je les connais, je suis l'un des vôtres. Alors, Sholem Aleichem, face à une catastrophe comme la guerre mondiale, est-ce qu'il va réussir à utiliser son arme favorite? En 1914, il est malade, il se remet d'une tournée de lecture et il est à Albeck, une petite station balnéaire allemande. Comme il est sujet russe, dès le lendemain de la déclaration de guerre, il lui faut partir au plus vite. Et dans l'angoisse, la cohue, les hostilités, la famille se disperse et elle ne va se reformer que plusieurs jours plus tard à Copenhague. Dans cette période qui est cauchemardesque, Sholem Aleichem se résout à émigrer vers l'Amérique et c'est grâce à l'appui de ses amis qu'il va pouvoir faire un voyage en première classe et il partira le 19 novembre. Mais voilà, sur le bateau, il rencontre un autre immigrant juif. En troisième classe. En troisième classe, oui. Mais la troisième classe, c'est celle où on rencontre les gens les plus intéressants chez Sholem Aleichem. C'est toujours comme ça. Celui qui, cet émigrant, va lui raconter les épreuves qu'il a endurées durant les 4 premiers mois de la guerre dans sa bourgade de la région de Lublin. Et c'est comme ça que naît le récit Les mille et une nuits de Krouchnik. C'est ça. En écoutant ce Yankel, le personnage du nom qu'il a donné à son personnage, Sholem Aleichem s'est mis sur le bateau même à écrire et le livre paraîtra en feuilleton à partir de février 15, donc c'est vraiment à chaud. Donc son héros Yankel est originaire de la région de Krouchnik, où s'est déroulée une terrible bataille avec des milliers de morts entre les Russes et les Allemands, et les Allemands, enfin plus exactement les Austro-Hongrois, prennent la ville, puis la ville est reprise par les Russes, et à chaque fois la population locale, c'est-à-dire en majorité juive, en pâtit. Alors on peut se demander pourquoi, c'est de ça dont il nous parle dans ce livre. Comment, sur un sujet pareil, on donne un titre, Les mille et une nuits. Alors on a ajouté avec l'éditeur ici présent le titre de Krouchnik parce que pour que les gens sachent de quelle mille et une nuits il s'agit. C'est-à-dire que ce récit, c'est un peu, donc Yankel nous sert de Scheherazade
Et le récit est ponctué par les appels au dîner sur le bateau, au thé, un peu comme le matin, Scheherazade interrompt son récit après avoir sauvé une vie d'un jour de plus pour vivre. Et mille et une nuits, ça veut dire des événements pleins à la fois de merveilles, de miracles, mais aussi de choses effroyables où la vie est en jeu. Et c'est dans ces mille et une nuits que Yankel exprime sa sidération, mais probablement aussi celle de l'auteur, devant ce bouleversement mondial qui s'est abattu. Mais encore une fois, il ne faut pas s'y tromper, on rit tout le temps, même si les situations sont tragiques et les thèmes graves. Donc les Juifs sont coincés entre les Allemands, les Russes et les Polonais. Il y a comme une préfiguration de ce qui va se passer en 39-45, mais tout est dans la manière d'exposer les choses. Donc c'est un texte qui est émaillé de jeux de mots, de détournements de citations, de présentations loufoques des situations. Et il y a aussi tout un art de la malédiction et de l'allusion. Par exemple, il y a un épisode où les Allemands accusent les Juifs de Krouchnik de cacher les Cosaques. Et cacher les Cosaques, Dieu nous garde d'un tel trésor, se défendent les Juifs. Et apparemment, c'est juste un vœu comique par son ironie, mais c'est aussi une allusion à la dure réalité, et c'est ce caractère très allusif aussi qui est comique, parce que il ne faut pas oublier que les Cosaques sont les pires ennemis des Juifs, même si les Juifs et les Cosaques sont de la même nationalité. Et je crois qu'on ne va pas vous détailler plus, parce que c'est un petit peu long. On va peut-être juste terminer en vous lisant un petit paragraphe pour vous donner une idée de l'histoire. Donc ça se passe au début de la guerre, et on a mis un des fils de Yankel, qui s'appelle Yeriel, on l'a mis dans une milice prêt à tirer. Alors, tu parles d'une science tirée. On attrape le machin, on appuie un coup et ça tire. Ça, c'est le père, c'est Yankel qui raconte. Hein. Mais là n'est pas la question. Allez-y, fusillez-vous, pendez-vous, noyez-vous et laissez mon Yeriel tranquille. Pourquoi doit-il tirer avec vous? Lui qui, de toute sa vie, vous me suivez, n'a jamais fait de mal à une mouche, comme on dit. Et c'est un homme comme ça qu'on plante en plein sur la ligne de feu et qu'on somme de tirer. On le poste juste à la limite entre Krouchnik et Yunef, où l'Allemand s'apprête à entrer, attendant seulement que mon Yeriel montre de quoi il est capable. Mais mon Yeriel, vous allez en entendre une bien bonne. Sans se démonter à la minute de vérité, race, bat, plie, lève son fusil et tire en l'air, au petit bonheur la chance, vous me suivez, n'est-ce pas? Sans viser rien, ni personne, au hasard donc. L'adjudant en chef, qui les voit tous tirer là où il faut, sauf un, trouve probablement l'histoire curieuse. Il accourt, il jette un œil, c'est mon Yeriel. La brute en lui s'est réveillée. Il est devenu fou furieux. Il court droit sur mon Yeriel en hurlant « Qu'est-ce qu'est-ce qu'il prend ?» Et puis « Pchac !» Espèce de chien. Et encore « Gueule de youpin !» Et autre beau compliment que ça fait les Roscoff. Mais où tu tires, toi? En l'air? Pas plus effrayé que ça, mon Yeriel tient bon. Il tire en l'air. La brute enrage de plus belle et hurle à nouveau, c'est... Là-bas, tu dois tirer là-bas comme les autres. Et lui montre du doigt la direction où il doit viser. Mon Yeriel ne s'alarme pas davantage et lui fait bien posément. Là-bas, mais il y a des gens là-bas.
Voilà, on vous a peut-être trop votre temps, mais on a apporté... quelques-uns des ouvrages que nous avons cités là, plus, alors ça c'est à vendre, et puis aussi gratuit, une petite brochure de la délégation aux langues de France publiée sur le yiddish, ça c'est cadeau, vous l'emportez, et puis le programme de la Maison de la Culture Yiddish à Paris, vous avez des concerts, des tables rondes, plein de choses. Voilà. Si vous voulez en savoir plus aussi sur l'avant-garde et notamment un poète Moïse Boderzon, vous avez un spécialiste de l'avant-garde dans la salle, Gilles Rosier, qui est aussi notre éditeur. Et qui a écrit un roman avec ses personnages. Voilà, oui, d'un pays sans amour, qui trace le destin croisé de trois grands poètes yiddish d'avant-garde. Merci beaucoup. Donc effectivement, les nuits de Kouchnik, si vraiment vous voulez découvrir ce livre tragique mais en même temps très drôle, je vous invite à l'acquérir si vous voulez. Vous pouvez, si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez les poser à Nadia et Evelyne. Et puis peut-être vous aurez dire quelques petits mots sur la Maison de la Culture Yiddish à Paris qui permet de découvrir effectivement cette riche culture et cette riche langue yiddish. Vous avez des questions? Bonjour, merci beaucoup. Bon, je vais parler fort, ne vous dérangez pas. Merci beaucoup pour votre présentation qui est vraiment passionnante. Moi j'avais une question sur la traduction. Parce que traduire du Sholem Aleichem, ça doit être super compliqué. Parce que comme il y a le mélange du yiddish et du russe et de l'hébreu, avec, comme vous avez dit, des citations bibliques, comment vous l'avez? Alors, c'est peut-être compliqué, mais c'est un très grand plaisir, déjà. Et oui, il n'y a pas tellement de russe, et quant à l'hébreu, quand il y en a, il est souvent, il fait partie de la langue yiddish. Oui, alors il y a des difficultés, mais voilà, on essaye de les surmonter. Et puis, comme on dit en yiddish, nous avons un grand Dieu et nous avons aussi un grand Internet, et c'est très commode. Quand on tombe sur une citation biblique, justement, comme dans le ça, et aussitôt ça nous dit que ça se trouve à tel ou tel endroit de la Bible. Le plus souvent, parfois ça marche pas, mais ça marche assez souvent. Donc on a retrouvé la. Alors après la question se pose, c'est comment faire sentir au lecteur que quelque chose est très familier, puisque les juifs traditionnels connaissent la Bible par cœur, toutes les semaines, donc ils connaissent tout ça. Alors que pour un public, surtout d'un pays catholique, c'est différent pour les traductions anglaises parce que la culture protestante a aussi une familiarité avec le texte biblique qui permet une plus grande proximité, ce que nous n'avons pas ici en France. Alors, et en plus, les éditeurs n'ont pas les notes. Moi j'ai les notes, elle n'aime pas les notes, et j'en ai encore moins. Donc j'ai écrit plein de notes, et puis je laisse ça se faire. Mais à la fin du livre, pas.
Alors parfois on traduit par quelque chose qui n'est pas de citation publique, par exemple, enfin, je ne sais plus à quel endroit où on a traduit un morceau d'une prière par du La Fontaine. Rien que ça de courir. Parce que il y a le côté familier, c'est quelque chose, c'est très familier ce jeu de mots. Voilà. Bien pour traduire un mot d'origine hébraïque, une expression hébraïque, aussi on peut se servir d'expressions latines qui sont entrées dans la langue pour faire sentir justement la différence de langue, mais de façon à ce que ça passe aussi en français. Puis on peut aussi se demander comment vous y prenez pour traduire à 4 mots, parce que c'est peut-être un exercice un petit peu particulier. On est habitué à avoir un traducteur pour Mais on a 4 mains, mais on n'a que 2 cerveaux. Est-ce que vous avez parti, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous aviez des rôles, est-ce qu'il y avait une première traduction de relecture systématique? Chacune de son côté, on traduit chacune de notre côté, et après, phrase à phrase, mot à mot, tiens, c'est mieux ce que tu as dit, on n'est pas d'accord, et Est-ce que vous confrontiez vos traductions parallèles? Oui, mais sur la difficulté, c'est vraiment, quand on fait de la musique, c'est normal de faire de la musique à plusieurs. On fait du piano à 4 mains ou de l'orchestre. Bon. Donc, c'est un peu la même chose, on est des interprètes. Celui qui dicte, c'est l'auteur, c'est pas nous. Je ne pense pas qu'on puisse écrire à 4 mains, ça devient vraiment difficile. Il y a quelques cas dans la littérature, mais traduire, ça se fait. Oui, ce qui prime, c'est l'auteur. C'est l'intérêt de l'auteur et l'intérêt du texte. Donc, quand on confronte, on finit par choisir ce qui nous semble le mieux dans les possibilités. Je voudrais savoir si la langue yiddish évolue encore, parce qu'il y a quand même des auteurs qui ne tapent pas des lettres. Et est-ce qu'on perçoit une évolution dans cette Bien sûr. On a un peu abrégé parce que c'était déjà trop long ce qu'on avait préparé, mais je voulais donner à un moment l'exemple du vocabulaire contemporain autour des nouvelles technologies. Il faut bien, si on vit aujourd'hui, donc on a un téléphone portable et on a un ordinateur, et donc on a un computer. Un cachephone, oui. C'est-à-dire un téléphone de poche. Cachenet. Et puis. Cachephone. Le cachenet, poche, et phone. Et puis, quand on parle d'une adresse mail, on appelle ça de blitz adresse, puisqu'il s'agit de blitz post. Et alors là, ça c'est une très jolie invention. Blitz, c'est l'éclair. Hein. Donc blitz post, c'est le mail, et blitz adresse, l'adresse mail. Mais pour dire arrobase, on dit strudel. Parce que vous connaissez le gâteau, comme ça, dans le coup, ça fait la forme du strudel. On achète strudel maintenant. À quel endroit? Pardon? Non, vous pouvez acheter strudel. Ah, bah, vous venez près de chez moi, là, rue des Rosiers, c'est. Château Rouge, non? À côté, Institut Yiddish. Finkelstein. Pardon? Moi, je vais chez Finkelstein. Oui, c'est plutôt. Alors, il y a à la jaune ou à la bleue? Il y a le bleu et le jaune, oui. Je suis habituée au jaune. Je sors un peu du sujet, mais moi je m'interroge encore sur l'incubabilité du peuple allemand qui est incontestable. Mais comment les Allemands ont pu ne pas écouter dans les ghettos une langue qui est, par beaucoup d'aspects, leur langue, on parlait des choses, vous avez des milliers de choses en commun. Comment ça était possible? Au niveau des chefs, évidemment, c'est des fous furieux, on le sait. Mais le soldat allemand qui pouvait comprendre quand les gens parlaient yiddish, c'était une langue qui était proche. Et comment vous avez une explication? On a expliqué ça? Je pourrais vous répondre par une citation peut-être d'un humoriste qui n'a rien à voir, mais Moïse Nadir,
qui dit quelque chose comme Caïn et Abel étaient deux frères, donc Caïn a tué Abel et depuis les hommes vivent dans un grand amour fraternel. Plus on est proche, plus on se tue facilement. Ben oui. Enfin, proche linguistique, en fait. Servez pour être. Oui, bonsoir. Vous avez cité deux films qui s'inspirent de la littérature yiddish, donc Le Lion sur le toit et Hamilton. Est-ce que vous connaissez d'autres films qui ont donc trouvé leur source dans les différents auteurs yiddish? Alors, il y a les films en yiddish même, ou un film muet mais qui parle yiddish, qui est inspiré de John Mayhem, qui s'appelle Bonheur Juif, qui est un film de un love story, qui doit dater de 1920, quelque chose comme ça. Il y a eu un cinéma yiddish en Pologne et un autre, mais même en Amérique, dans l'entre-deux-guerres, qui s'est inspiré souvent de romans ou de pièces de théâtre yiddish, par exemple le D-Book, qui est le film le plus connu, la pièce la plus connue aussi. Et ça, vous les trouvez sur YouTube. Il y a une chaîne dédiée au cinéma yiddish. Vous pouvez, et simplement, ils sont souvent sous-titrés en anglais. Et alors, sinon, des films inspirés, à part il y a eu des films plus récents aussi en yiddish, par exemple, un film belge qui s'appelait Bruxelles Transit, de la tête des années 80, je dirais. Il y a le très très beau Esther Street, dans toute la première partie qui montre la vie des immigrants juifs à New York, et donc toute la première partie est parlée en yiddish. Mais c'est pas inspiré d'un texte yiddish. S'il vous plaît, quels sont les rapports entre le ladino et le yiddish? Y a-t-il des mots? C'est des cousines des langues juives cousines, formées avec le même socle hébraïque, mais sinon, l'une s'est incorporée du castillan et nous, les parlers germaniques. Mais à part ça, nous avons de bons rapports. À la maison de culture yiddish, voilà, à la maison de la culture yiddish, nous accueillons une chorale qui s'appelle Akiesta, une chorale qui chante en judéo-espagnol. Et puis, Oui, évidemment, on a juste évoqué le cinéma, mais on n'a rien dit, évidemment, une partie de la culture yiddish, qui est aussi la chanson, la musique, et puis aussi la presse, qui peuvent constituer l'objet de conférences. Oui, le théâtre aussi. Et le théâtre, oui. Nous avons un atelier théâtre et une troupe de théâtre qui se produit tous les ans. Un des derniers spectacles étant justement l'adaptation de Petit Prince. Si vous ne l'avez pas vu, c'est trop tard parce que notre Petit Prince, au début, quand il a commencé, il avait 14 ans, et maintenant il a 17 ans, donc il devient vraiment trop grand, il ne pourra plus jouer. Moi j'aurais une question, je voulais savoir en fait quel était le public qui s'intéressait à la langue yiddish, puisque maintenant les yiddishophones sont quand même de milieu assez restreint. Alors peut-être aux États-Unis il y a plus de milieu orthodoxe peut-être, mais en France je voulais savoir quel était le public qui apprenait le yiddish,
qui s'intéressaient à la culture yiddish? C'est très varié. Bon, la majorité, disons, sont des gens d'origine ashkénaze. Mais ce n'est qu'une grosse majorité. Vous avez aussi des gens pas ashkénazes. Nous avons une juive égyptienne, ou des juifs d'autres, des juifs français, alsaciens ou autres. Nous avons des gens pas juifs du tout, parce qu'il n'est pas nécessaire d'être juif pour s'intéresser à cette culture. Il y a des gens. Nous avons parmi nos élèves un groupe de gens qui viennent faire ça de façon intensive et qui reçoivent des bourses du système universitaire, donc ils viennent pour un semestre et ils viennent de Pologne, d'Israël, d'Allemagne, d'Amérique, de Londres. Voilà, et ça, c'est des gens qui ont entre 20 et 30 ans, disons. Même moins, on dit qu'il y a une fille extraordinaire qui est aux Pays-Bas, d'un père marocain, pas juif, d'une mère, je ne sais pas, peut-être néerlandaise, bon, qui s'est pris de passion, elle a 16 ans et elle parle via Vasse, Y a-t-il d'autres textes de Sholem Aleichem qui n'auraient pas encore été traduits? Ah oui, il y a 20 volumes publiés et il y a tous ceux qui ne sont pas publiés, parce que même ces œuvres complètes ne sont pas complètes. Mais déjà, si on arrivait à publier la moitié des 20 machins, ça reste. Donc peut-être avez-vous d'autres projets? Oui, nous en avons. D'accord. Vous avez cité les 3 centres de culture yiddish, mais j'aurais voulu savoir quelle était la place de Prague. Alors, dans le oui, texte. Prague a été un centre de culture yiddish jusqu'au XVIIIe siècle. Après, ça s'est. Faisait partie de ce qu'on appelait le yiddish occidental, avec celui qui se parlait aussi en Alsace, en Allemagne, tout ça, et c'est celui qui s'est éteint probablement justement du fait de la proximité avec l'allemand, la trop grande proximité pour se maintenir comme langue autonome. Mais la culture juive y continuait. Évidemment, l'exemple de Kafka, c'était un germanophone. Et puis, oui, donc c'est un centre de culture juive, mais pas de culture yiddish après le XVIIIe siècle. Le fameux Rabbi Lev, celui qui a inventé le golem.